J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Bonjour, ça reste entre nous sur Radio J, la politique comme nulle part ailleurs. Les meilleurs spécialistes réunis pour expliquer les coulisses, décrypter les choix, les stratégies, les malheurs et les réussites de nos femmes et de nos hommes politiques. Le tout sans la moindre langue de bois. C'est rare et c'est tous les mercredis 21h sur Radio J. Alors cette semaine, on va parler de la réforme des retraites. Peut-être pour la dernière fois, on en a beaucoup parlé ces 6 derniers mois. Après la mobilisation d'hier, la plus faible depuis janvier, eh bien, l'abrogation de la réforme ne sera pas examinée demain par les députés comme prévu. Est-ce que c'est la fin du match ? Et puis, on va se demander ce que peut faire Emmanuel Macron pour se relancer avec un prochain remaniement, timing, programme, casting. C'est compliqué et c'est pas gagné. Et puis enfin, on va évoquer un revenant, c'est Édouard Philippe qui est bel et bien de retour, qui sème des petits cailloux vers 2027, à droite toute. Alors, pour en parler, autour de la table, l'élite du journalisme politique français, les top guns du décryptage, ceux qui savent tout sur les arrière-boutiques du gouvernement et des partis. Aujourd'hui, alors je suis flatté parce que j'ai la Dream Team autour de moi et tout d'abord l'inévitable Antonin André, journaliste politique au Journal du Dimanche. Bonjour, bonsoir Antonin. L'indispensable François-Xavier Bourmeau, grand reporter au Figaro. Bonsoir François-Xavier. Bonsoir David. Et l'inénarrable, voire l'inarrêtable Françoise Degois, éditorialiste. Conseillère en communication politique. L'indomptable, j'adore. On peut en trouver plein. Mais bonsoir aussi. Bonsoir Françoise. Bonsoir. Alors, je vous rappelle la règle du jeu, même si vous la connaissez par cœur. Pas de off, pas de langue de bois. Vous pouvez vous livrer sans phare, vous lâcher, tout nous raconter. Bien entendu, tout ceci reste entre nous. Alors, la réforme des retraites, est-ce que c'est la fin ? Bonne question. Hier, la journée de mobilisation contre la réforme a réuni 281 000 personnes en France selon la police, 900 000 selon la CGT. C'est la plus faible affluence depuis le début du mouvement social en janvier dernier. Quelle conclusion tirer de ce chiffre ? Françoise Degois, est-ce que le match est plié ? Alors, c'était Laurent Berger qui dit ça, mais j'ai envie de dire à notre ami Laurent Berger que c'est pas parce qu'il s'en va lui que le match est plié. C'est-à-dire que le match, d'abord, il va continuer autrement. Non, je pense que bien sûr, le match est plié sous cette forme de manifestation populaire, quoique on verra. Mais c'est vrai que c'est assez épuisant et que on est au bout, en tout cas, d'un processus. Demain, il y a quelque chose qui ne se passera pas. Alors ça, on va en parler dans la deuxième partie. Voilà. Restons sur le social. Sur la question sociale, les leaders syndicaux ont parfaitement. D'abord, ils ont pris beaucoup de crédit en quelques mois. Ça, c'est vraiment à mettre à leur crédit. Ils ont pris une nouvelle force par rapport à l'opinion publique, également des entreprises. Moi, je ne crois pas du tout que le match soit plié. Je pense que demain, les choses ne seront pas votées, mais je pense que ça va continuer. Je pense que la réforme des retraites est une victoire qui est en fait une défaite. C'est pas simplement une victoire à la Pyrrhus du nom de un poison lent pour Macron. C'est une victoire en apparence qui est en réalité une défaite profonde. C'est une défaite par rapport au corps social, c'est une défaite par rapport à l'opinion, c'est une défaite politique, c'est une défaite dans sa propre histoire à lui. Que va-t-il rester d'Emmanuel Macron ? Que va-t-il rester de 10 ans de Macron ? Une réforme des retraites au forceps ? Voilà ce qui va rester. Voilà. Donc moi je pense que c'est intenable, que la façon dont les choses se sont nouées et qu'elles se dénouent sont intenables. Et voilà, le match continue. Je vois Antonin André qui visiblement n'est pas d'accord. Moi j'ai l'analyse exactement inverse. Ah bah très bien, allez-y. Exactement inverse. Déroulez-la. Je pense qu'effectivement la réforme des retraites est derrière nous, que d'une certaine façon les syndicats, même d'une certaine façon Laurent Berger dit tout haut ce que les autres syndicats pensent tout bas. C'est-à-dire que même Sophie Binet en réalité et tous les autres ont acté le fait que cette bataille était perdue et que donc il y avait d'autres sujets dont il fallait parler et sur lesquels il fallait avancer. On peut se servir aussi de ce rapport de force quand on est syndicaliste avec le pouvoir en disant sur la retraite on a perdu mais on va essayer de transformer ce rapport de force dans des avancées pour les salariés sur d'autres sujets, sur le travail des seniors, sur les salaires. Donc je pense que cette réforme est effectivement derrière nous, qu'Emmanuel Macron, à l'inverse de ce que dit François, je pense que ce sera mis à son crédit parce qu'en réalité on voit bien que notamment les agences de notation, la façon dont l'Europe nous regarde fait que finalement cette réforme est quand même passée. Par parenthèse, jamais une réforme des retraites n'a été populaire, donc ça c'est le lot de toutes les réformes de retraite. Incontestablement. Donc pour moi, on est effectivement passé à autre chose. Il y en a toujours quelques-uns qui s'accrochent comme les chats avec leurs griffes qui glissent sur la vitre comme ça et ça crie si ça fait mal aux oreilles. C'est la France insoumise qui effectivement continue de nous expliquer que le combat continue, qu'on va faire une motion de censure, qu'on ne lâchera pas. Et en fait, je trouve qu'il y a un double mensonge dans cette histoire. D'abord,
c'est effectivement derrière nous et on ne reviendra pas en arrière. Et le deuxième mensonge est à l'endroit de l'opinion, c'est-à-dire que la France insoumise donne l'illusion aux gens qui la suivent que oui, on va pouvoir changer les choses. Or, c'est totalement faux. Je trouve que cette séquence est un naufrage pour la France insoumise. Oui, mais de toute façon, tout est naufrage pour la France insoumise, c'est votre obsession. Donc même quand ça marche, même Mélenchon serait au second tour, ça serait quand même un naufrage. François-Xavier, vous suivez de très près le président Emmanuel Macron. Vous étiez lundi au Mont-Saint-Michel avec lui autour du thème de la mémoire. Est-ce que vous pensez que le président considère qu'il a réussi son coup, c'est-à-dire à changer, après 6 mois extrêmement lourds, extrêmement tendus, à changer le terrain du débat et à zapper cette réforme des retraites et à passer à autre chose? Oui, moi je suis Tim Antonin là-dessus, sur le fait que la page est tournée. Il s'est passé quelque chose d'intéressant. Tim Antonin 2, Tim Françoise 1. Moi, je m'en moque parce que de toute façon, c'est du petit bois pour moi. Vous pouvez y aller avec vos arguments élyséens, alors là, ça ne correspond pas au réel. Il s'est passé quelque chose dans le déplacement en Normandie là, d'Emmanuel Macron. C'est une espèce de fondu enchaîné où on a vu qu'il y avait une conjonction dans la même séquence d'une dernière manifestation syndicale vraisemblablement et d'un tournant pour Emmanuel Macron, parce que contrairement à ce qu'on avait pu voir dans tous ces derniers déplacements, il n'y a pas eu de sifflet. Alors le Mont-Saint-Michel, c'était un cas particulier parce qu'il y avait beaucoup de touristes, c'était très filtré à l'entrée, il n'y avait pas possibilité de faire des rassemblements dans le bocage normand alentour. En revanche, le lendemain en Normandie, à Octeville, là où il y a eu une cérémonie, il a visité un musée, il y avait de la foule qui était réunie, il a pu faire pour la première fois, enfin en tout cas moi de mémoire là, depuis le début des 100 jours, un bain de foule, aller serrer des mains sans être interpellé de façon virulente et sans vraiment le moindre accrochage sur le terrain. Donc effectivement, là, Tim Antonin, la page des retraites est terminée, pas parce que Emmanuel Macron l'a décrété ou qu'il a essayé Là, vous êtes en train de vous moquer du monde. Là. Attendez, laissez-le terminer, Françoise. Laissez-le terminer. Expliquer que c'est la résurrection d'Emmanuel Macron au Mont-Saint-Michel et qu'il a réussi à serrer 4 mains et qu'il a gagné. Non, mais vous foutez du monde. Laissez-le terminer, François. Laissez-le terminer. 4 mains, quand on voit d'où il vient, c'est énorme. Non, mais sérieux, vous êtes sérieux, on n'est pas obligé tous de se mettre à expliquer. Il faut en convenir, les casserolades, c'est fini. Non, je crois pas, moi. Elles sont peut-être finies, mais enfin, moi, je m'en fous des casserolades, c'est pas ça le sujet. Les tentatives de rassemblement de casserolades. Je termine juste sur un point. Il est extraordinaire. François, laissez-le terminer, je vous en supplie. Non, pourquoi la page des retraites est tournée ? Pas parce que Emmanuel Macron l'a décrété ou qu'il a réussi son opération. Vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est Laurent Berger qui a dit que le match est probablement en train de se terminer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que un autre match se prépare et que ce qui avait fait la force du mouvement syndical contre la réforme des retraites, c'est-à-dire l'union syndicale, c'est fini. Il sort du match et lui, il va préparer maintenant des discussions avec l'exécutif pour la loi travail qui était présentée ce midi en Conseil des ministres. La CFDT sort du jeu, le front syndical est brisé, donc la contestation de la réforme des retraites est terminée. Alors vous le disiez Françoise, les syndicats ont acquis un véritable capital politique dans ces 6 mois, d'abord par leur responsabilité, puis leur stratégie unitaire. Ils ont bien travaillé ensemble. Ils ont bien travaillé, ils ont bien tenu. Et ils espèrent utiliser ce capital, ce rapport de force, pour poursuivre, et notamment dans la perspective de la loi travail. Alors, Laurent Berger l'a évoqué hier, ce capital, ce rapport de force, c'était sur Europe 1, au micro de Sonia Mabrouk, on l'écoute. Vous me dites probablement la dernière journée sur la réforme des retraites. Malgré tout, je ne veux pas pointer ici de différence avec la CGT, mais il y en a une. Sophie Binet affirme que rien n'est écrit d'avance, que rien n'est terminé dans la lutte contre la réforme des retraites. Elle fait fausse route ? Non, mais elle est dans la ligne de son organisation. Qui n'est donc pas la même que la vôtre. Vous savez, l'intersyndicale, c'est 2 choses. C'est d'abord un fonctionnement qui a été réglo entre nous jusqu'au bout. Et c'est la démonstration que quand on parle d'une seule voix sur des sujets sur lesquels on est 100% d'accord, on fait écho dans le monde du travail. Mais c'est pas le syndicalisme rassemblé. On a encore des divergences. Oui, parce que là, elle veut entretenir le mouvement et clairement vous écoutez ce matin, cette colère, vous voulez la transformer. Moi, cette colère, je veux la transformer, la CFDT veut la transformer en rapport de force pour obtenir des résultats sur le pouvoir d'achat, sur l'amélioration de l'organisation du travail et des conditions de travail. C'est un élément central du débat qui n'a malheureusement pas eu lieu, sur le dialogue social, sur la revalorisation des agents publics qui souffrent aujourd'hui de salaires extrêmement bas. Juste pour vous dire, un agent de catégorie C de la fonction publique, il reste 12 ans au SMIC. Est-ce que c'est normal ? La réponse est non. Alors, le rapport de force, est-ce que c'est crédible, Françoise Degois ? Est-ce que, une fois que le match est presque plié ou terminé, même si les interprétations
divergent. Est-ce qu'on peut continuer à se battre sur les autres sujets, le travail, la rémunération, les seniors, etc. Moi, je pense que d'abord, oui. En plus, les syndicats se battent. Il a été de bonne guerre pendant des années avec Philippe Martinez d'expliquer que la CGT est un syndicat irresponsable. On oublie de dire que la CGT signe énormément d'accords d'entreprise, que la CGT est très présente, la CFDT aussi. Les syndicats ont gagné énormément d'adhérents. Oui, bien sûr, le rapport de force. Je reviens sur mes deux camarades là qui me font beaucoup rire. Enfin, c'est vrai que ça me fait du bien, ça me met de bonne humeur de les entendre chanter les louanges de Saint-Macron au plus haut des cieux. Vous êtes dur, Françoise, vous êtes un peu dur. Mais non, je suis pas dur, parce que la réalité en plus, vous êtes à 2 contre 1, ça va, j'ai l'habitude, mais la réalité en plus, c'est que cette séquence offre une extraordinaire opportunité au candidat qui dira je l'abroge. Vous comprenez bien que le candidat à la présidentielle... Ce qui n'arrivera pas. Mais, jamais aucun candidat à la présidentielle n'est revenu sur une réforme des retraites. Vous n'en savez absolument rien. C'est une loi historique. Non, mais la loi historique, tout est fait pour être changé. Nous sommes dans le temps du changement. Aucun président de la République jusqu'à présent n'avait été élu sans avoir été élu maire, député et sénateur. Sur le moindre mandat précédent. Voilà, donc écoutez, tout ce qui se passait avant n'est pas une fatalité. Donc c'est un excellent. Moi, bien sûr que concrètement, là, sur la question de la réforme des retraites, bien sûr, les décrets d'application, je ne peux pas aller à l'encontre de ce que disent mes camarades, mais je pense que rien n'est tourné sur le plan politique, que la crise politique n'est pas refermée, et je vois bien la petite musique qui va commencer à dire c'est la Renaissance, il s'en ressort comme le débat. Personne ne croit plus à cette chanson. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'Emmanuel Macron prend 1%, parce que son électorat d'un seul coup a un peu moins peur de lui, que ça change quelque chose au blocage général, et il ne s'agit pas d'être caractériel ou de vendre des illusions. La réalité de ce pays, c'est que c'est intenable. Regardez l'accident industriel hier soir. Il va y en avoir combien de votes contre comme ça? Les comptes de la sécurité sociale qui ont été rejetés par l'Assemblée nationale, eh bien, ça va se multiplier. Vous pensez vraiment qu'on continue 4 ans comme ça? C'est pas possible. Alors, vous évoquez l'Assemblée, parce qu'il y a la bataille de la rue, mais aussi la bataille parlementaire. Et le petit groupe parlementaire LIOT, ça veut dire Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire, avait déposé une proposition de loi visant à abroger cette fameuse réforme de les retraites et le passage de l'âge légal à 64 ans. Eh bien, ce ne sera pas discuté demain dans l'hémicycle comme prévu, puisque la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, a qu'est-ce que j'ai dit? Pivet, pardon. Yaël Braun-Pivet, mille excuses, a mis fin au suspense ce matin en annonçant qu'elle déclarerait dans la journée ce vote irrecevable. Malgré le fait que vous êtes encore en train d'examiner ces amendements qui ont été déposés, à ce stade, il vous semble impensable de faire revenir par la fenêtre cet amendement que vous avez fait sortir par la porte. Alors, nous ne l'avons pas fait sortir par la porte, nous avons voté à nouveau. La situation serait très différente si le vote avait été en sens inverse. Ce n'est pas le cas. Maintenant, effectivement, sur ces amendements de rétablissement de l'article 1, je suis très claire, ils seront déclarés irrecevables par moi-même dans la journée aujourd'hui. Et je suis en train d'examiner l'ensemble des autres amendements, puisqu'il y aura évidemment d'autres irrecevabilités qui seront prononcées. Moi, je suis constante, je l'ai toujours dit, et depuis que je suis présidente de l'Assemblée nationale, j'applique la règle, rien que la règle. La règle, rien que la règle. Alors, quand même, François-Xavier Bourmeau, vous qui êtes bien informé sur les coulisses du gouvernement, le gouvernement, justement, a tout fait pour empêcher les députés de voter cette proposition de loi de Liot en utilisant tous les artifices de la procédure. Non, racontez-nous cette stratégie, François-Xavier. Non, mais évidemment, vous savez, il y a des entreprises qui font de l'optimisation fiscale. Alors, c'est pas forcément moral, mais c'est légal. Et bien là, ils ont fait de l'optimisation procédurale, c'est pas forcément loyal, mais c'est légal. Et au bout du compte, le gouvernement a gagné et a réussi à empêcher d'afficher dans l'hémicycle un vote d'abrogation de la réforme des retraites qui, de toute façon, ne serait jamais passé au bout du compte. Donc, c'est pas forcément loyal, mais c'est légal. Et il a eu raison, le gouvernement? Est-ce que c'est de bonne guerre d'utiliser cet artifice-là? Je pense qu'il n'y avait pas vraiment de bonne solution. Il y a, comme dirait Édouard Baird, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y avait que des mauvaises solutions, parce qu'en réalité, s'il y avait eu un vote, effectivement, le Sénat aurait retoqué, ça ne serait jamais passé, et d'une certaine façon, le gouvernement aurait eu cette gifle symbolique d'avoir eu un vote de l'Assemblée disant on ne veut pas de ce report de l'âge de la retraite. En même temps, je trouve qu'ils ont fait les choses de façon... Allez, je vais dire le mot pour juste fâcher Françoise. Attendez, vous allez être accusé de chanter les louanges du macronisme. Je trouve qu'ils ont fait les choses de façon assez élégante en réalité. Parce que
parce que dès le début de la séquence, ils ont annoncé la couleur. C'est-à-dire qu'il y en avait certains qui étaient pour qu'on aille au vote malgré tout, même si c'était un vote négatif. Yael Braun-Pivet elle-même, et néanmoins symbolique. À l'origine. Et d'autres qui ont dit il faut dès le départ annoncer la couleur, dès le départ annoncer qu'on sortira à l'article 40 et que ce vote n'aura pas lieu. Ne pas laisser croire qu'il y aura un vote à aucun moment, ne pas laisser se bercer d'illusions les oppositions et l'opinion publique. Donc il fallait le dire bien en amont. C'est ce qui a été fait. Bien en amont, on a expliqué qu'on allait saisir cet article 40 et que donc il n'y aurait jamais de vote. Et d'une certaine façon, tout était dit à ce moment-là. Libre à chacun ensuite de se positionner. La France Insoumise a choisi, comme toujours, d'aller dans le mur en klaxonnant, c'est-à-dire avec Éric Coquerel célébrant la validité de cet amendement. Et ensuite, en mettant le foutoir à la Commission des affaires sociales où, n'en déplaise à la France Insoumise, il y a eu un vote et un vote de rejet. Donc si vous voulez, il faut arrêter cette espèce de grande comédie quand même et de ce grand cirque. Il y a des gens sérieux qui, d'un côté, effectivement, essayent d'anticiper les conséquences de leurs actes et essayent d'une certaine façon d'apaiser les choses. Et en face, vous avez des pompiers incendiaires qui continuent d'hurler comme les loups. Pas d'accord, Françoise Degois, évidemment. Oui, mais bon, Antonin, je ne sais pas ce qui lui arrive d'être aussi caricatural d'un seul coup binaire. Tu deviens complètement idiot, en fait. Je t'ai connu vachement plus subtil. Ça reste entre nous, mais restons polis quand même. Non, mais idiot, c'est gentil. Hein. J'aurais pu dire pire. Non, mais j'aurais pu dire un autre mot. Mais idiot, c'est sympathique. J'ai beaucoup d'affection pour Antonin, qui est un grand journaliste. Mais alors là, je le confirme. Tu te perds dans une espèce de méandre. Non, mais pardon, c'est un fait. Mais écoutez, arrêtez avec vos faits. On va arriver que non, mais franchement, ça, avec la façon. Non, mais c'est pas ça. Mais le problème, c'est que vous êtes orwellien. La vérité, c'est le mensonge. Vous êtes en train de reconstruire une histoire sur cette réforme des retraites. Non, attendez, c'est de bonne guerre. Le gouvernement utilise des artifices. Vous pouvez condamner le fait qu'il n'y ait jamais eu un vote des députés sur ce passage de 62 à 64 ans. Je suis team François-Xavier là-dessus. Bertrand, qu'il a raison. Je trouve très, très marrant la question de l'optimisation fiscale. On a fait de l'optimisation constitutionnelle, même plus que procédurale. C'est constitutionnel. Bien sûr, après, quel mal vous faites aux institutions? Quel mal vous faites à la démocratie dans ce pays? Le 49.3, le péché originel, c'est vraiment le 49.3. C'est le premier péché originel. Le péché originel, c'est le véhicule législatif choisi. Et c'est le 49.3. Est-ce qu'il n'y avait pas un moyen? Je pose cette question, au-delà des arguties sur ils ont fait ça avec élégance, ça va terminer qu'ils ont mené cette réforme de bout en bout de façon extraordinaire et on terminera d'un contrat avec des fleurs en disant... J'irai pas jusque-là. Mais si, mais bien sûr que si. Vous réécrivez une histoire qui est délirante, on se croirait dans Orwell. Je veux dire... Le 49.3, c'est légal. Non, mais bien sûr, je ne dis pas ça. Je dis simplement que, est-ce qu'il n'y avait pas le moyen... c'est le pire des coups aux institutions qui est donné. Je pense que c'est un tournant dans le quinquennat, ce qui se passe demain. C'est la première fois que ça se passe. C'est la première fois qu'on assiste à cette histoire-là parlementaire, qui n'est pas le fait de quelques déguenillés de la France Insoumise, qui est un fait général d'une majorité de députés. Est-ce qu'il n'y avait pas une sagesse à dire « laissons voter ». C'est un mauvais moment à passer. Ok, symboliquement, on va afficher quoi? Prenons cette gifle symbolique. Prenons-la, sachons l'encaisser, plutôt que d'être plantés sur nos ergots. Non, parce que ça donnait de faux espoirs. Les gens auraient dit l'Assemblée a voté, donc effectivement, il n'y aura jamais la retraite à 64 ans. Or, c'est pas ce qu'elle allait se produire. Mais c'est pas le problème. Ne croyez pas que c'est pareil. Ça, c'est de la comédie, c'est de la comédie, c'est du mensonge. Mais si. Mais écoutez, Antonin, ça correspond à la réalité du rapport de force politique aujourd'hui dans cette Assemblée et dans le pays. Arrêtons de penser... D'abord, on n'est même pas sûr que ça aurait été adopté. Oui, mais on n'est pas sûr. Peut-être que les LR l'auraient voté, ce qui aurait été le coup de pied de l'âne à la France Insoumise. Mais c'est pas grave, arrêtez votre obsession avec la France Insoumise. C'est pas la France Insoumise qui est en jeu. Là, c'est le groupe Lyotte qui a déposé... François-Xavier, bon. Non, mais si on prend un peu de distance, en fait, cette manœuvre de la France Insoumise, ça s'inscrit dans une stratégie plus globale qui est un travail de sape de la Constitution. Et on voit bien que assaut, vague après vague, la France Insoumise essaye de démontrer, de bloquer le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Démontrer l'inanité de la Constitution. Mais on a fait ça pendant des années effectivement, aussi. On arrive il n'y a pas que la France Insoumise. Effectivement, c'est une première demain, mais c'est une première pour une première. première. C'est la première fois qu'on se retrouve avec une majorité relative. Donc une première pour une première, tout est à inventer en fait dans le fonctionnement de cette Assemblée nationale. Je suis d'accord avec vous, mais je suis d'accord avec là non plus, puisque Antonin
Antonius parle de l'élégance des macronistes, de cette extrême élégance dans la façon dont les choses ont été menées depuis le début. Non mais franchement, passe-moi je rêve. Gardez cette bande s'il vous plaît en régie. Parlons de la continuité quand même et de Mélenchon et des gens comme Montebourg et de toute cette partie de la gauche qui dit qu'effectivement il faut changer de constitution. Donc attendez, rien de nouveau. Françoise Degois, sur le prix. Hier devant l'Assemblée, Yannick Jadot, ancien candidat écologiste à la présidentielle, avec le succès qu'on sait. Avec le succès que l'on sait, 4, rappelez-moi, 6. Je ne sais plus. Autour de 4,5. Plus que Pécresse. Yannick Jadot, beaucoup plus que Pécresse. Et que Hidalgo. Et que Hidalgo, bien sûr. Mais beaucoup moins que Mélenchon. Il expliquait que le pouvoir se livrait à une, je cite, dérive illibérale sur le modèle polonais ou hongrois. Vous êtes d'accord avec lui, François ? Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous savez, Viktor Orban, quand il a été élu, c'était le petit Macron. Eh ben, vous allez répondre. C'était le petit Macron de Hongrie. Hein. Il était exactement sur les mêmes thèmes. Il était Orban-Macron, même combat, François ? Non. Au début, Viktor Orban, au début, était un social-démocrate, un progressiste. Écoute, refais ton histoire. Un centriste bien sous tout rapport. Donc, vous me faites la comparaison. Moi, je ne dis pas du tout que la France est la Hongrie, encore moins qu'elle est une dictature. Je dis simplement qu'il y a des signaux qui, mis bout à bout, sont assez inquiétants. Je n'irai pas jusqu'à dire que nous sommes rentrés dans l'illibéralisme. Et en revanche, nous sommes sur un chemin inquiétant. Bloquer le Parlement, même si c'est la loi, il y a quelque chose qui ne va pas. La façon dont l'ordre est maintenu, la façon dont des préfets, qui sont les garants de l'État dans les départements, signent des arrêtés dont ils savent parfaitement qu'ils sont illégaux et qu'ils sont retoqués. Vous parlez de l'interdiction des dispositifs sonores portatifs, autrement dit les casseroles. Il y a quelque chose, et que ça plaise ou pas, et que vous montiez dans les tours, je m'en fous, il y a quelque chose qui est en train de se nouer. Je ne dis absolument pas que nous sommes en Hongrie ou en Pologne, c'est différent encore de la Hongrie, il ne faut pas exagérer. Mais il y a quelque chose qui est en train de se nouer, oui, qui est de l'ordre de la dérive et qui est lié, je pense, à un stress total sous ses airs fanfarons et sûr de lui d'Emmanuel Macron, qui en réalité ne sait absolument pas comment il peut envisager son quinquennat pendant les 4 ans avec cette majorité relative. Antonin, vous avez vu bondir sur votre chaise à l'évocation. Non, mais parce que, si vous voulez, j'entends beaucoup la France Insoumise, effectivement, une partie de la gauche dire qu'on est dans un régime autoritaire, qu'on est en dictature, que c'est une mafia qui gouverne. On compare Emmanuel Macron à Orban. J'aimerais bien que ces gens de la France Insoumise et de la gauche qui poussent ces cris-là aillent dans un pays qui est effectivement une dictature avec un gouvernement autoritaire pour voir ce que c'est réellement qu'une dictature. Je pense que les mots ont un sens. Ce genre de comparaison me fait dresser les cheveux sur la tête, d'autant plus que l'illibéralisme, mais il est du côté des populistes, des gens qui veulent remettre la souveraineté au cœur de leur projet, qui veulent sortir de l'Europe, qui veulent fermer les frontières. Alors ça, c'est pour le Rassemblement national, mais pas pour la France Insoumise, et qui, d'une certaine façon, font preuve eux-mêmes dans leur organisation d'un manque de démocratie et de transparence. Je vous renvoie à l'organisation et au mode de fonctionnement de la France Insoumise, qui est un modèle de démocratie avec 3 personnes qui décident pour tout le monde et des militants qui ne votent jamais. Antonin, tu te fous de qui ? Tu connais assez le Parti Socialiste et la droite pour savoir, on l'a couvert pendant tant d'années, est-ce que tu crois que le Parti Socialiste pouvait donner des leçons de démocratie à qui que ce soit ? Non, eh bien merci les amis pour ce premier carton assez musclé. Oui, c'est du brutal comme dirait l'autre. Mais ça n'est pas terminé, je vous promets du musclé aussi pour le deuxième. On se retrouve très vite après une petite pause. Radio J, ça reste entre nous. Deuxième sujet de notre débat, on le disait tout à l'heure, la bataille de la réforme des retraites semble toucher à sa fin, même si Françoise Degois n'est pas d'accord. Mais Emmanuel Macron doit maintenant se relancer. Et première question qui se pose, c'est celle bien sûr du remaniement. Et puis, beaucoup de questions, quand, qui, comment, pourquoi, dans quelle étagère. Bref, vous avez compris, une équation politique très complexe. François-Xavier, vous pouvez nous la résumer ? Oui, alors là, on arrive au mi-temps des 100 jours. Donc, Emmanuel Macron s'est donné 100 jours pour apaiser le pays. Ça nous mène jusqu'au 14 juillet. Au mi-temps, qu'est-ce qui se passe ? L'apaisement est en cours. On voit que ça arrive un peu. Il reprend un petit peu de popularité. Il y a la phase 2 qui va s'ouvrir, qui est celle de la mise en place du dispositif politique. Le dispositif politique, ça consiste à quoi ? Essayer d'aller obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. La majorité à l'Assemblée nationale, elle passe par les Républicains. Et donc, en coulisses, en ce moment, ça discute beaucoup pour essayer de les rallier. Alors, ça fait plus d'un an qu'il essaye. Là, il y a quand même quelques accroches. On voit qu'avec la loi immigration, il y a des propositions d'un côté et de l'autre. Il y a des points d'accroche. Et donc, il y a quelque chose qui est vraisemblablement en train de se nouer. La question derrière, c'est celle du calendrier. Le casse-tête pour Emmanuel Macron, soit accélérer et procéder à un remaniement d'ampleur là, dès maintenant, dans les jours qui viennent,
pour aller vite et laisser imprimer ça dans l'opinion. Attendre le 14 juillet, le problème c'est que y a les vacances derrière et on installe un nouveau gouvernement et il n'y a pas le temps du coup de profiter de l'effet politique. De profiter de l'effet de souffle. Ce qui voudrait dire, troisième hypothèse, repousser à la rentrée un remaniement d'ampleur, mais là il serait accusé à nouveau de temporiser, de gagner du temps. Et puis dans une période comme ça d'été, tous les bruits courent, toutes les rumeurs, et donc c'est pas une période très très saine. Donc il y a ces trois options qui sont toutes aussi mauvaises les unes que les autres, mais qui présentent toutes aussi des avantages et qui sont en tout cas incontournables, parce que l'obsession en ce moment du côté d'Emmanuel Macron, c'est de retrouver de la dynamique politique en sortant de la séquence des retraites. Voilà, c'est les données telles qu'elles sont. On peut peut-être dire... C'est intéressant, oui, parce que... Non, mais la dynamique politique, franchement, elle n'est pas là en ce moment. On est plutôt dans l'immobilisme. Et quand vous parlez de temporiser, jusqu'à la rentrée, ça veut dire qu'on a encore juin, juillet, août, septembre, puisqu'il y a les sénatoriales fin septembre. Ça veut dire qu'il y a 4 mois d'immobilisme. Comment vous la retrouvez, la dynamique, François ? D'abord, je pense que c'est impossible à retrouver tant qu'on ne revient pas aux urnes. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est qu'à un moment donné, on va pouvoir faire se perdre dans des atermoiements, trouver des trucs et des ficelles, et des accords de majorité sur certains textes, etc. À un moment donné, de toute façon, il faudra respirer. Il y a quelque chose qui doit se passer parce qu'on c'est inévitable. On est d'accord, c'est inévitable, on est tous d'accord. Alors, il y a plusieurs hypothèses. L'archer à Matignon, vraiment hypothèse excellente parce que, en tout cas du point de vue d'Emmanuel Macron, il emmènerait des gens, il entraînerait des gens, mais ça c'est pas avant septembre. Il y a des choses qui circulent maintenant, puisqu'on est entre nous et que ça reste entre nous. Bien sûr, ça reste entre nous, je vous garantis la confidentialité, François. Parlons de ce qui circule. Il semblerait que certains disent chez les Républicains qu'Emmanuel Macron aurait déjà topé avec un Premier ministre d'un nouveau genre, avec un profil assez atypique, mais de droite, très identifié, capable d'amener une majorité, capable d'amener des votes, que ce serait pour fin juin. Alors, moi, je ne suis pas Madame Irma. Il y a des gens qui mettent aussi l'option Raffarin sur la table, et on en rigolait tout à l'heure avec Françoise Aguet, et fixe pour les intimes, donc, puisque ça reste entre nous. Absolument. On en rigolait tout à l'heure en se disant, bon, on peut déjà écrire les papiers... Macron chiracisé, voilà. Mais ça bouge, voilà. Et alors, oui, c'est-à-dire le nouveau monde, ça serait plutôt Back to the Future, retour à 2002 plutôt qu'à... de toute façon, il n'a jamais pu... Emmanuel Macron n'a jamais pu faire la politique. C'est un jeune qui fait la politique comme un vieux, hein, de toute façon, ça, on le sait depuis le début. Non, mais vraiment, la clé du nouveau profil, c'est est-ce qu'il emmène avec lui le groupe des Républicains. Voilà, c'est la seule question. Après, il y a d'autres scénarios qui peuvent s'écrire un petit peu plus baroques, un peu plus disruptifs, parce que Emmanuel Macron, on sait qu'il aime bien ça. Ce serait donc un accord de coalition, mais un accord de coalition temporaire. C'est-à-dire on rentre dans la majorité pour se mettre d'accord sur 4-5 lois, immigration, finances publiques, enfin quelque chose d'éducation aussi, pourquoi pas. Mais on rentre que pour ça, c'est-à-dire qu'on ne se lie pas les mains et on se met temporairement avec... Un accord de gouvernement plus qu'une vraie coalition, voilà. En réalité. Et derrière, on reviendrait sur le scénario, est-ce qu'il ne faut pas dissoudre pour redonner de l'air jusqu'à la fin du quinquennat ? Enfin voilà, tout est ouvert, mais on peut quand même s'attendre soit à quelque chose de disruptif de la part d'Emmanuel Macron, ça veut dire qu'il retrouve un petit peu de capital politique. Si on va chercher un Attal, un Lecornu, un Darmanin, voilà, on retombe dans un truc un peu... Vous comprenez, je veux bien Gabriel Attal, etc., mais vous n'allez pas remettre encore un irritant à Matignon. Je veux bien Julien de Normandie, mais c'est pour la phase d'après. Bon, Julien est moins... Mais tout ça, Véran, Attal, tout ça, c'est des mini-Macron avec moins de talent, surtout. Mais attendez, vous semblez tous d'ores et déjà enterrer la pauvre Elisabeth Borne, mais certains quand même préconisent de tenir jusqu'à la rentrée, voire de prolonger encore un petit peu son bail. Elle a quand même ses partisans au gouvernement, Antonin André. Oui, enfin non, mais c'est une autre équation politique. Alors d'abord, elle a ses partisans, oui, certains ministres effectivement la soutiennent. Mine de rien, la réforme des retraites est quand même passée. Elle a encaissé, elle a des cicatrices. Elle a pris des coups, mais elle a tenu bon. Elle fait passer aussi des tests, la loi de programmation militaire et d'autres textes qui vont arriver à l'Assemblée. Quel intérêt de faire un remaniement avant l'été ? Aucun bénéfice politique. Il y a des sénatoriales à la rentrée qui... probablement ne bouleverseront pas le paysage politique, mais néanmoins ce sont des élections qui impacteront quand même et qui vont geler les temps de parole. Enfin, ça va être un moment un peu compliqué. Donc pourquoi ne pas garder Elisabeth Borne, l'user jusqu'à la corde d'une certaine façon, en lui faisant porter le prochain budget, quitte à prendre 10 motions de prendre 49.3 pour le faire passer. Et une fois qu'elle est totalement cramée, à ce moment-là, on la change. La seule petite réserve que je mettrais, c'est effectivement les rapports extrêmement compliqués, voire délétères, qui existent aujourd'hui entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Mais on en parlait la semaine dernière au sujet
des influences de Pétain dans la création. À moins du qu'il ait un Rassemblement mojo, c'est-à-dire comme ce que vous venez d'évoquer, une personne idoine qui d'un coup sortirait du chapeau. Je ne vois pas de remaniement, moi. Alors c'est ça. Alors est-ce que c'est le fantasme de certains? Mais en tout cas, c'est les infos que... Sur le 49.3, le fait d'user Borne avec d'aller au budget, lui faire encaisser les 49.3, cette hypothèse-là, elle saute à partir du moment où il ramène les Républicains avec lui. Parce que là, il y a la majorité, donc il n'y a pas besoin de 49.3. C'est pour ça. Et puis alors, dans les signaux faibles en politique, il y en a toujours un qui est très intéressant, c'est l'apparition de familles politiques. Depuis qu'Elisabeth Borne est fragilisée, on entend parler de bornistes. Alors ça veut dire qu'il y a des gens qui commencent à s'organiser autour d'elle parce qu'ils sentent bien que ça va basculer d'un côté. Et cette famille politique, donc c'est l'aile gauche de la Macronie, et qui veut pas être le dindon de la farce. Je sais pas si vous avez vu dans la presse, là les bornistes, les machins, tout ça qui commence à la soutenir. Oui, enfin, nous connaissons ça parfaitement, tous les trois. Nous avons tellement, il y a des familles et des sous-familles au Parti socialiste. Vous aviez les sous-valsistes, les péionistes, les Montebourgeois, enfin bon. Mais jusqu'à présent, on parlait pas des demi-amonistes. Les demi-amonistes. Je suis emmanueliste ascendant amoniste. Alors là, d'un seul coup. Non mais attendez, François, votre info selon laquelle Emmanuel Macron aurait décroché la personnalité idoine, le mouton à 5 pattes. Eh bien, s'il est à droite, ça va quand même faire renacler parce que vous avez quand même quelques ministres qui viennent de la gauche, vous avez quand même un paquet de députés qui viennent de la gauche. On a vu certains comme Sacha Houlier qui n'étaient pas contents de cette loi immigration. Oui, mais ça va quand même renacler. Oui, mais alors David, moi, vous savez, le fantasme, il y a que notre pauvre François Hollande, mon ami François, que j'aime beaucoup au demeurant, mais qui n'a pas la vertu du courage, qui s'est pris les frondeurs. Hein. Je veux dire. Pour vous, il n'y aura pas de frondeurs en Macronie? Il n'y en a jamais eu, il n'y en aura pas. Il y a le bon privé était face à son destin, là. Si c'est une femme politique puissante se dit je suis président de l'Assemblée, je brise la Constitution. Non, mais je joue moi-même ma propre carte. De toute façon, Macron, c'est fini dans 4 ans, c'est terminé. Macron, au revoir, il reviendra dans 7 s'il en a envie. On refait un petit tour de piste. Mais je veux dire par là que si j'ai quelque chose, je fais valoir le rapport de force, c'est moi qui l'ai, j'engage pas l'article 40. On y revient. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. J'ai pas passé cet article 40. François, elle n'a pas déjà compris. Non, je fais ma démonstration pour expliquer que si frondeur il devait y avoir eu, il serait là depuis longtemps. C'est pas parce que Sacha Houlier renacle dans un coin, vous savez, c'est comme Yael Braun-Pivet, c'est la grande spécialiste de disait j'aurais voulu mais j'ai pas pu. Oh, j'aurais pas voulu le 49.3. Oh bah alors, voilà. Et je voulais la commission Benalla. Oh bah finalement j'ai pas pu. Que l'aile gauche de la Macronie rentre dans le grand, je suis d'accord, mais là d'où va venir le problème, c'est chez les bayrouistes. Et c'est le modem. Et probablement Bayrou surtout, c'est le seul accord de gouvernement réel. C'est le seul accord politique. On va en parler tout à l'heure, mais c'est pas innocent qu'ils sortent maintenant, alors que sur un thème aussi fort que l'immigration, alors qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui se noue. Donc il y a vraiment. Non, je pense que le problème va plutôt venir de Bayrou, qui peut absolument pas blairer cette famille des Républicains et qui là pour le coup lui est prêt à remettre dans les brancards. C'est-à-dire que là la fronde pourrait venir du centrisme plutôt que de l'aile gauche de la Macronie. De l'extrême centre. Oui, l'extrême centre. On le dit toujours de Bayrou, en fait, c'est toujours l'emmerdeur, mais au sens sympathique du terme. C'est toujours à un moment donné celui qui est capable. Et moi, je pense que oui, mais Bayrou réfléchit certainement, sur sûr, même à 2027. Alors, je reviens sur le profil que vous évoquiez, Françoise. Très bonne info qui reste entre nous, bien évidemment. Qui ça peut être, cette personnalité de droite susceptible? Alors, on avait beaucoup parlé de Larcher, etc. Vous évoquiez Raffarin. Personnalité de droite susceptible d'embarquer tout le monde. On pense pas un petit peu à Nicolas Sarkozy tout de suite, Antonin Henry? Ouais, alors là, vraiment. Là, on serait dans la disruption. Non, là, on serait quasiment dans une série Netflix, quoi. Ce serait intéressant, mais. C'est Baron Noir mélangé à Frank Underwood. Pour le coup, ce serait un formidable coup, je veux dire. Mais bon, Nicolas Sarkozy, d'abord. Il a des problèmes judiciaires qui font que ça pourrait être assez compliqué quand même au moment où il a essuyé une condamnation, de le nommer à Matignon. Je vois mal Emmanuel Macron prendre ce risque-là, ce risque politique. Et puis Nicolas Sarkozy a été président de la République et je ne le vois pas se mettre au service d'Emmanuel Macron. Et puis je crois par ailleurs qu'il a aussi, même s'il s'intéresse de très près à la politique, qu'il a aussi une vie dans les affaires qui lui plaît beaucoup et une liberté à laquelle il n'a pas forcément envie de renoncer pour venir sauver le soldat Macron. Donc j'y crois assez peu. Moi, je pense qu'un grand élu de province, quelqu'un qui aurait l'expérience à la fois du pays et le ressenti du pays profond, qui a déjà eu une expérience en politique, voire au gouvernement, évidemment, ce serait intéressant. Vous allez rire si je dis ce nom-là, mais
On ne rit pas. Je pense qu'un profil comme celui de Jean-François Copé, par exemple, qui est quand même quelqu'un d'assez intelligent, qui a retrouvé une forme de grande liberté aujourd'hui, qui a été ministre du budget. Pas idiot, mais très marginal à droite. Alors voilà, c'est ça. Est-ce qu'il entraîne des gens ? Il est marginal. Est-ce qu'il entraîne des gens ? C'est pas la personne qui entraîne, comme vous le disiez tous les deux. C'est la question. Mais lui, je pensais même à un Benoît Apparu, qui est encore un peu plus sorti des radars, ou un grand élu de ce calibre-là. Et puis François-Xavier évoquait un autre nom, mais dont je vais lui laisser la paternité. François-Xavier, ça reste entre nous. Non, Nicolas Sarkozy, c'est vrai que ce sera un coup énorme, mais ça paraît un peu loin. Donc si c'est Zidane à Marseille, il y en a, tu vois. Ouais, non, mais en gros. Voir Zidane au PSG. Non, Zidane à Marseille. Qu'est-ce que vous en non, si on cherche dans la galaxie sarkozyste, il y a deux noms qui pourraient comme ça faire la maille. Franck Louvrier, qui était le conseiller en communication de Nicolas Sarkozy, maire de La Baule, qui est une personnalité ronde, accommodante, qui saurait vraisemblablement mettre tout le monde d'accord. Mais qui n'a jamais été ministre. Si on veut mettre des paillettes dans la vie d'Emmanuel Macron, là on peut aller chercher Rachida Dati. Pourquoi pas ? Rachida Dati. Non, mais j'ai dit mettre des paillettes. Vous n'y croyez pas, Antonin ? Non, mais Franck Louvrier, c'est une très bonne idée. Autant mettre une grenade dégoupillée à Matignon, si vous voulez. Je suis assez d'accord avec toi. Je donne pas 10 jours à Rachida Dati avant que ce soit la zizanie et le bazar au sein du gouvernement. Lequel va passer l'autre par la fenêtre ? C'est ça va être ça le vrai sujet. Vous évoquez les tensions entre Borne et Macron, alors là, ça serait plus. Mais je pense que la carte Franck Louvrier est une très bonne intuition, parce que, certes, il n'a jamais été ministre, mais enfin, pour avoir travaillé comme journaliste assez près avec Franck Louvrier, c'est quelqu'un qui a un sens politique quand même extrêmement aigu, qui connaît parfaitement le pays, qui connaît très bien la machine administrative et les élus de tous bords, et qui aujourd'hui a une expérience d'élu local et effectivement qui s'est un peu arrondi, et qui a un positionnement politique qui est totalement Macron-compatible. Il est quasiment macroniste aujourd'hui. Et le pins Sarkozy. Voilà, donc je trouve que c'est un peu de name dropping. Eh bien, moi, je suis assez d'accord, et je voterai pour Franck Louvrier, et d'ailleurs Emmanuel Macron, si vous nous écoutez, Monsieur le Président. Voilà, vous pourriez faire ça relancerait un peu le débat, parce que là, vraiment, je nous sens extrêmement flappy jusqu'en septembre pour atterrir sur l'archer en plus. On est tous d'accord, c'est incroyable, non ? Vous avez raison. Pour une fois, on est tous d'accord sur le nom de Franck Louvrier, même si Michel Larcher présente un potentiel de consensus assez fort, mais c'est pas très nouveau monde, ça. Macron, souvenez-vous, 2017, c'était le nouveau monde. Attendez, vous allez voir la nouvelle politique. Françoise, avec Gérard Larcher, quand même. Non, mais je suis d'accord, mais de toute façon, Macron est un jeune qui a toujours fait de la politique comme les vieux, donc ça, c'est pas le problème. Mais là, je pense véritablement que Louvrier, alors je ne sais pas si c'est une info, François-Xavier, ou si c'est une déduction, mais si c'en est une, elle est excellente. Non, c'est plutôt déduction. Eh bien, c'est excellent, parce que je vois bien qu'en tout cas, il ne faut pas un mini Macron à Matignon. Il faut pas un Julien de Normandie. Il faut pas, non, surtout pas un Attal. Il faut pas un arrogant. Il faut pas un mini Macron à Matignon. Donc pour ça, on élimine. Il faut pas le Cornu. Il faut pas Véran. On élimine toutes ces hypothèses là. Voilà, je suis assez d'accord. En plus, Louvrier aurait la capacité à entraîner les élus, parce que c'est quand même quelqu'un. Sarkozy, lui, avait été assez révolutionnaire pendant sa campagne. On peut dire du bien maintenant, même si à l'époque, j'en disais du mal. C'est Franck Louvrier, en fait, qui manageait les élus de la campagne. Ce qui est quand même, ce qui était unique. Un membre de cabinet qui donne des ordres aux élus. Eh bien, ça, c'était Franck Louvrier. Il connaît parfaitement les députés. Franck Louvrier, maire de La Baule, et qui a été conseiller communication de Nicolas Sarkozy, qui reste pour les journalistes comme l'un des meilleurs communicants de l'Élysée depuis quasiment 20 ans. Oui, je pense le meilleur. Oui, Antonin André. Oui, c'était le meilleur. Et par ailleurs, pour revenir sur Gérard Larcher, Emmanuel Macron ne le nommera pas parce qu'il ne le trouve pas fiable. Il n'a aucune confiance en lui. Larcher va à l'Élysée, dit quelque chose à Macron. Il va au Sénat, il dit exactement l'inverse. C'est son miroir. Il n'est pas du tout. Il n'est pas du tout fiable. Et je pense même que Gérard Larcher n'est pas du tout intéressé par le poste. Donc, je ne le vois pas du tout à Matignon. Eh bien, merci pour ces explications et ces informations très exclusives et instructives. C'est une rumeur, non, mais c'est une bonne piste que nous allons creuser. On se quitte quelques instants et on se retrouve très vite pour la suite des opérations et notamment la grande offensive de printemps d'Édouard Philippe. À tout de suite. Ça reste entre nous sur Radio J. Antonin André, François-Xavier Bourbeau, Françoise Degois pour la troisième et dernière partie de notre débat, le cas Édouard Philippe. Très discret, ces derniers mois, il a fait son retour par petites touches et notamment avec une interview à l'Express sur l'immigration très remarquée. Il lance un cri d'alarme contre ce qu'il appelle, je cite, l'immigration du fait accompli.
Je le cite encore, « Il nous appartient en tant que nation de dire qui nous sommes et qui nous voulons accepter sur notre territoire. » Il juge la loi portée par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, nécessaire mais pas suffisante et plaide notamment pour la dénonciation de l'accord conclu avec l'Algérie en 68, accord qui, je le rappelle, facilitait les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants algériens. C'est quoi la stratégie d'Édouard Philippe, Antonin André ? C'est Sarko 2007. C'est en gros... Je radicalise mon discours sur l'immigration, qui est un thème dont la classe politique a du mal à se saisir, ou ne le fait, en tout cas à gauche et au centre, qu'avec des pudeurs de gazelle, alors que c'est un sujet éminemment politique qui évidemment préoccupe les Français, qu'on considère que ce soit un problème central ou pas, c'est une réalité. C'est-à-dire que les Français, notamment dans les périodes de crise, considèrent que l'immigration est un sujet qui les affecte dans leur quotidien, parce que d'une certaine façon, pour faire gros, tout l'argent qu'on met à disposition de l'accueil de ces gens-là, qui viennent de l'étranger, et de l'argent qu'ils n'ont pas eux, et qu'on ne leur verse pas eux comme aide ou comme soutien. Donc, vous êtes d'accord que c'est une caricature qui n'a pas de base commune, d'accord, mais je caricature, mais ce que je veux dire, le ressenti est celui-là. Et donc Édouard Philippe s'engouffre dans une brèche à un moment précis, effectivement, où le sujet immigration est au centre et où on voit bien que LR et le gouvernement se regardent un peu en chien de faïence et n'osent pas faire un pas l'un vers l'autre. Mais d'une certaine façon, il appuie aussi là où ça fait mal, parce qu'effectivement, il dit la loi Darmanin ne va pas assez loin, et lui embrasse le sujet évidemment sans aucune pudeur. Évidemment, c'est plus simple puisqu'il n'est pas au gouvernement. Lui. C'est ce que j'allais vous dire. C'est quand même pas très sympa de voir Édouard Philippe appuyer là où ça fait mal, dire que la loi Darmanin est pas suffisante, et puis en faire des tonnes sur le sujet de l'immigration, sur lequel la Macronie est complètement paralysée. François-Xavier, oulala, je m'embrouille. Ouais, c'est une stratégie typiquement philippiste. Il y a quelques années, il était sorti chez nous dans le Figaro pour dénoncer la droite Trocadéro. Ça avait fait beaucoup de bruit. C'est vrai, je me souviens de cette interview. Et là, on est typiquement dans la droite Trocadéro. Alors ça faisait un moment qu'Édouard Philippe il était discret, effectivement, il trépignait, puisque c'est marrant de faire le Tour de France en sous-marin pour humer l'idée du pays. Et convaincre quelques maires de ci, de là, voilà. mais bon. Mais à un moment, il faut aérer et refaire un peu de poloche. Et là, on est typiquement dans la poloche, parce que, bon, on en parlait tout à l'heure, il y a effectivement cette espèce de rapprochement qui se noue entre les Républicains et Emmanuel Macron. Si ça se fait, mais lui, il part avec l'eau du bain. Donc, se rappeler et faire de la surenchère sur les Républicains, c'est aussi essayer de remettre la main sur cette partie de la droite. Il y avait une phrase d'Édouard Philippe pour décrire un peu l'effet d'Emmanuel Macron sur le paysage politique, c'était la poutre travail. Oui, voilà. La poutre travail qui détruisait les formations politiques traditionnelles et leurs frontières. Donc là, il essaye de faire travailler la poutre encore un peu plus, mais plus pour la vriller dans son sens. Alors, je ne sais pas si ça va marcher au bout du compte, mais la sortie, l'interview d'Édouard Philippe n'arrive pas à n'importe quel moment. Elle est dans un moment politique particulier dans lequel lui joue aussi la suite de son avenir politique, et on sait qu'il vise 2027. C'est ça l'idée, il essaye de s'emparer de la succession Macron par la droite, Édouard Philippe, de refaire le coup de Sarko-Chirac 2002-2007. Bien sûr, il y a le trésor de guerre qui s'appelle l'électorat Macron, mais ces gens-là sont un peu idiots, en ce sens qu'ils n'ont pas compris que le macronisme n'existe pas en dehors d'Emmanuel Macron. Et qu'est-ce donc, que par et pour Emmanuel Macron ? Imaginons, et en ce sens c'est très bien, c'est ça qu'il a construit Emmanuel Macron, hein. Il a construit, c'est une marque Emmanuel Macron, vous voyez, plus qu'un parti, c'est une marque. Donc imaginez que ce soit pour les Républicains, que ce soit pour Édouard Philippe, qu'il va y avoir une sorte de transfert naturel de cet électorat Macron, qui correspond à la France qui va bien, les CSP++, etc., et les retraités, les urbains, sur Édouard Philippe ou les Républicains, c'est une erreur fondamentale. C'est une folie. Comment les Républicains ne comprennent pas qu'à un moment donné, la politique est faite toujours de meurtre, ok, symbolique. La politique est faite de rupture. Faut tuer le père. Il faut rompre. Et Édouard Philippe, pour moi, est un homme qui est incapable de cela. Vous voyez, il a quand même quitté LR pour rejoindre Macron en 2017. Mais c'est un très bon numéro 2. Vous savez, c'est le fils d'Alain Juppé. C'est-à-dire que je me souviens d'un jour, je discutais avec Martine Aubry, elle disait, mais en fait, moi, tu sais, Françoise, j'aime bien être numéro 2. Et ça, en politique, c'est très puissant, vous voyez. Il y a les gens qui sont capables d'être numéro 1. Hollande a éliminé, nous le savons bien, alors lui, en douceur. Un nombre incalculable d'ennemis. C'est les coups de poignard derrière les tentures pour qu'on voit jamais que c'est lui. C'est Florence. Mais c'est le plus méchant
méchant de tous. Hein. Oui, on est chez les Medici. Hein. Donc, Hollande a tué, Sarkozy a tué Chirac, Emmanuel Macron a tué François Hollande. Il y a un moment donné, pour passer la dernière marche du perron, il faut être sa capacité de ne pas avoir peur de rompre. Chirac, bien sûr, avec... Moi, je crois qu'Édouard Philippe est incapable de cela, et je pense que l'équipe actuelle des Républicains qui dirige se trompe totalement en pensant qu'il y aura une succession naturelle et que par capillarité, le macronisme se déposera sur ou Édouard Philippe. Les Français sentent bien que... Moi je pense que c'est un très bon second. Je ne crois pas du tout que c'est une nuance là-dessus, justement. Parce que Édouard Philippe, lui, ne pense pas que le macronisme survivra à Emmanuel Macron. Lui, dès le début, quand il rentre à Matignon, il dit « je suis un homme de droite ». C'est-à-dire que dès le début, il dit qu'il ne croit pas à cette histoire de dépassement, peut-être le temps que Macron durera, mais que de toute façon, il y aura toujours une droite et une gauche. Donc là, mais sur le caractère incapable de sortir, c'est toute est-ce l'ambiguïté. Que vous ne trouvez pas que... C'est l'ambiguïté de sa formule par rapport à Emmanuel Macron. Lui, Édouard Philippe, il se définit comme loyal mais libre. C'est pas tranché, ça. C'est pas tranché. C'est du en même temps, ça. Je le redis, Martine Aubry aurait pu faire ce genre de déclaration à la grande époque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, être capable de tuer, elle ne sait pas faire ça. Antonin André, vous pensez, comme Françoise de Gois, qu'il est incapable de tuer, de s'imposer, de percer Édouard Philippe de par le rapport de force ? En même temps, il n'a pas vraiment besoin de tuer puisque Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter. Donc, d'une certaine façon... Oui, mais de marquer la rupture. Oui. Comme Sarkozy et Chirac. Oui, mais il a encore le temps pour le faire. Il reste 4 ans. Je pense que... Il a, mine de rien, une capacité à tisser des réseaux, notamment chez les élus. Et on le verra au sénatorial, mais je pense que Horizon va être l'un des groupes qui va ressortir renforcé de ces sénatoriales. Donc, il tisse sa toile de façon assez intelligente. C'est quand même des gens qui savent très bien faire de la politique. Mais est-ce que c'est suffisant ? Antonin, je te pose la question. Lorsqu'il était à Matignon, il était quand même extrêmement bien entouré, avec un très bon directeur de cabinet, une très bonne équipe. Donc, je ne l'enterrerai pas tout de suite. Et néanmoins, je vous glisserai dans l'oreille un autre nom qui passe beaucoup moins, qui est beaucoup moins cité, c'est celui de Jean Castex. Qu'il ne faut pas non plus oublier. En tout cas, lui n'oublie pas qu'il a cette ambition-là. Il était à la remise et je crois qu'il a remis une décoration à François Rebsamen à Dijon il y a quelques semaines. Il y avait 400 personnes. Il a fait un long discours et il a un côté Jean Castex un peu élu de province, élu de Prades, et qui a cette espèce de chaleur et d'empathie, un peu un président normal. C'est un peu comme si, c'est comme Hollande après Sarkozy, Jean Castex après Emmanuel Macron. C'est le temps d'un président normal. Non mais alors je suis team Antonin à 100%. Je pense qu'en miroir, les gens vont voir. Il faut chercher ce profil-là parce que c'est ce profil. D'ailleurs, c'est pas étonnant qu'à gauche, François Ruffin commence à marquer des points dans l'opinion. Mélenchon s'en rend compte, je pense que même contraint et forcé, il va laisser le bébé, parce que Ruffin peut arriver peut-être à nouer tous les liens et la chose, mais on voit bien le type de personnalité que va commencer à plébisciter, comment dirais-je, l'opinion. Venu du territoire. Non, et puis après 10 ans de folie, de président perché. 10 ans de réforme menée au passage. Mais là, ce que j'aime, c'est qu'il se moque de moi. Trêve de plaisanterie, on revient au sujet d'Édouard Philippe. Le président est extraordinaire, il a été audacieux pendant 10 ans. Saluons le président. Françoise de Gois sort de ce corps. Alors, à droite, on est quand même dubitatif sur la stratégie d'Édouard Philippe et ce retour au bercail et sur ses propositions sur l'immigration. C'est le cas notamment de quelqu'un qu'on citait, c'est le président du Sénat, Gérard Larcher. Il répondait aux propositions d'Édouard Philippe ce matin sur France 1. Je pense que je n'ai pas entendu ces propos de la part d'Édouard Philippe en 2018, alors qu'il proposait un texte pour réguler les flux migratoires, un texte qui n'a eu d'ailleurs aucun effet sur la régulation des flux migratoires, et je me dis pourquoi n'a-t-il pas répondu aux propositions que lui faisait la majorité sénatoriale de réguler les flux migratoires par rapport à l'immigration du travail, par rapport au regroupement familial, par rapport à l'exercice d'un droit fondamental, mais qui est du droit d'asile, dans quelles conditions et remettre en cause ce traité de 68 avec l'Algérie, ce serait... D'abord, c'est très difficile juridiquement à faire. Diplomatiquement, on n'en parle pas, mais... 55 ans après, les conditions
ont changé. Et je pense que ce traité, il faut le réexaminer. Et le réexaminer d'une manière sereine, mais le réexaminer est essentiel. En effet, il introduit une espèce de discrimination, y compris par rapport à d'autres pays, notamment, vous le savez, les conditions dans lesquelles on a une autorisation de long séjour qui est beaucoup plus rapide dans de l'Algérie, ou en matière de regroupement familial. Je crois que ce traité doit être revisité. Je le dis d'autant plus que j'ai avec l'Algérie et le Conseil de la nation algérienne des relations positives. Mais je crois que nos relations avec l'Algérie nécessitent aussi de se dire la vérité. Bon, Gérard Larcher accueille, on va dire, froidement, c'est un euphémisme, les propositions d'Édouard Philippe. Ça veut dire qu'il n'est pas encore le bienvenu à droite, Édouard Philippe, qui avait quitté les LR pour rejoindre Macron en 2017. C'est pas encore le grand pardon, hein, Françoise Degois. Non, on est sur Radio J. Elle est jolie, elle est jolie. Non, on est encore loin du grand pardon. Ensuite, vous savez, la politique, hein, les haines durent jusqu'au moment où elles se transforment en amitié bien sentie, en intérêt bien compris. Donc, je ne crois pas à toutes ces déclarations. Vous savez, moi, je crois pas aux déclarations. Je pense que Larcher est un homme très roué, très malin, qui sait parfaitement faire de la politique à l'ancienne. Je ne sais pas si Édouard Philippe pourra rentrer à la maison, mais en tout cas, je ne peux pas imaginer que... Tout le monde me dit oui, mais Larcher, ce qui l'intéresse, c'est d'être président du Sénat, etc. Je ne peux pas imaginer que quelqu'un n'ait pas envie d'aller à Matignon. Ça n'existe pas. Même si on vous dit le contraire. On parle beaucoup de l'enfer de Matignon, du cauchemar, du fait qu'on en pas. Ressort lessivé, sauvé. Ça n'existe pas. Bah, pareil, on en parlait avant l'émission. Il y en a qui n'ont pas eu du tout envie. Barouin, par exemple. Barouin, c'est autre chose. Mais j'imagine qu'on peut très bien ne pas avoir envie d'aller à Matignon. Non, mais quand vous êtes dans le bain politique, Barouin a toujours eu un pied à l'extérieur. Non, mais les gens qui sont dans le bain politique, non, ça n'existe pas. Alors, je reviens juste sur la stratégie d'Édouard Philippe. Sortons un peu de l'immigration et de son retour au débat national, mais depuis quelques mois, quelques années, sa stratégie avec son parti Horizon, c'est d'occuper une place importante dans la majorité parlementaire, mais aussi de se constituer un réseau d'élus locaux, de faire son entrée notamment au Sénat à l'occasion des prochaines sénatoriales en septembre. C'est très classique comme stratégie, un petit peu trop, non, Antonin André? C'est de la politique à l'ancienne, là, encore. Oui, alors c'est classique, mais moi, je suis moi-même un peu un vieux ronchon, parce que je pense que la politique... Ronchon, oui, vieux, non. Je pense que la politique à la Macron, et on le voit avec son groupe parlementaire, notamment de néo-députés, de nouveaux députés qui n'ont aucune expérience de ce que c'est que le militantisme, de ce que c'est que la vie des partis politiques, de ce que c'est que les fêtes de la Rose, de ce que c'est que de sillonner le pays à la rencontre des présidents et des conseillers régionaux. C'est ça qui constitue aussi un homme politique avec une colonne vertébrale et qui est capable de gouverner. Parce que gouverner, c'est pas juste faire des réformes mécaniques, économiques, comme le fait Emmanuel Macron. Il y a une dimension politique, en fait, dans la réforme. La réforme, c'est pas des chiffres, c'est pas de la technique, c'est aussi de l'empathie, c'est de la connaissance du pays profond et c'est de l'irrationnel. Et d'une certaine façon, je pense que c'est ce qui manque à Emmanuel Macron et à ses troupes, et c'est ce qui fait cette fragilité politique. Je trouve qu'Emmanuel Macron, par certains aspects, est très fragile politiquement. Et Édouard Philippe, lui, vient de l'école exactement inverse. C'est quelqu'un qui a le goût du militantisme, le goût de la province, le goût de cultiver ses réseaux d'amis et d'élus locaux, et qui a bien compris que pour comprendre un pays, pour le gouverner, pour l'entraîner, il faut d'une certaine façon comprendre sa chair. Ça veut dire que pour s'imposer, il faut, à l'ancienne, se faire signer derrière soi 50 maires de grandes villes, 200 députés, je signe 100% ce que dit Antonin, parce que la politique, elle est éternelle. Et puis, depuis les Césars romains jusqu'à aujourd'hui, la politique, elle est éternelle. Voilà, ça fonctionne toujours de la même manière. Je crée des liens avec les gens et le pays que je veux gouverner. Vous savez, c'est pas un hasard si à chaque présidentielle depuis 2 ans, mis Emmanuel Macron, vous avez quand même toujours les plus entraînés, les plus militants qui sortent en tête. Le Pen, Mélenchon et Macron parce que président sortant, mais les gens ne s'y trompent pas. C'est-à-dire que qu'ils aiment Mélenchon, qu'ils aiment Le Pen ou pas, c'est pas le sujet. C'est qu'ils ont bossé, ils reconnaissent et ils donnent le crédit à ces gens-là qui ont effectivement ce truc à l'ancienne qui est éminemment moderne. Et c'est d'autant plus vrai, d'autant plus nécessaire depuis la fin du cumul des mandats. Parce qu'on voit, c'est ce qui a manqué aux troupes d'Emmanuel Macron. Il avait des députés fraîchement élus, aucun ancrage local, il n'y avait plus cette capacité de cette connaissance du terrain parce qu'ils étaient maires de telle petite ville dans telle région. Et c'est pour ça que c'est malin de la part d'Édouard Philippe d'aller tisser ce réseau-là, d'aller ressentir.
là, je dis pas que ça suffit, mais en préambule de la... 4 ans, c'est loin. 4 ans, c'est long. Je rappelle qu'un an avant la présidentielle de 2017, Alain Juppé était déjà élu président, donné par tous comme le futur chef de l'État. C'était autre chose. Vous savez, ce qui s'est passé en 2017, c'est un alignement qui se reproduit tous les 50 ans. C'est comme Mbappé qui marque 4 buts en finale de la Coupe du Monde. Ça ne reviendra pas tous les ans, ça n'existe pas. Vous savez, c'est des momentum comme ça. C'est revenu en 2022, il était réélu. Mais c'est autre chose. Non, mais l'alignement du jeune homme qui arrive de nulle part en 6 mois et qui devient président de la République, ça ne se reproduira. Avec Fillon qui explose en vol, Hamon qui mène une campagne très à gauche. Ça ne peut pas se reproduire 10 000 fois. Eh bien, merci à tous les trois pour vos explications lumineuses, vos infos, vos éclairages. Nous savons tout de la bataille pour la réforme des retraites qui s'achève, des grandes manœuvres en cours autour du futur remaniement, de la grande offensive de printemps d'Édouard Philippe. On se retrouve mercredi prochain 21h avec Antonin André aux manettes pour une nouvelle édition de Ça reste entre nous en compagnie des Top Gun, du décryptage politique. De toute façon, il n'y a que des Top Gun. Bien sûr. Et d'ici là, bien sûr, je compte sur vous et votre discrétion. Surtout vous, Françoise, vous avez parfois tendance à faire des confidences à l'extérieur. Pourquoi est-ce que c'est de moi? Mais ça tombe toujours sur moi. C'est vrai, toujours sur vous. Vous savez, on dit en japonais Tanuki no Kawajai no, on tape toujours sur le clou qui dépasse. Eh bien, en tout cas, je compte sur vous et votre discrétion. Tout ce qui est à Radio J reste à Radio J. Tout ceci reste entre nous. Excellente soirée et à la semaine prochaine.